Shanghai, la perle de l'Orient, figure parmi les métropoles les plus influentes au monde. Son histoire mouvementée, marquée par la présence des Européens et une expansion récente, lui confère un caractère particulier. Ce qui la rend si spéciale, c'est aussi sa capacité à se réinventer, son renouvellement perpétuel qui fait d'elle une ville constamment moderne et actuelle. Shanghai est aussi une ville multiforme. Ses centres économiques, culturels et de divertissement regroupent les trois piliers du monde contemporain. Nous vous présenterons dans ce documentaire le Bund avec ses façades caractéristiques des années 30, Lujiazui avec son Central Business District et ses gratte-ciels, et Xintiandi avec ses boutiques, ruelles, restaurants qui sont tous les trois des lieux emblématiques de ces trois pôles. Comment ont-ils évolué et désormais, quels sont leurs nouveaux visages ? Entre la fin du 19e siècle et les années 1930, Shanghai devient l'une des premières métropoles mondiales. Véritable centre économique de la Chine, elle doit, entre autres, son ascension à sa position stratégique. Située à l'embouchure du fleuve Yangtze, elle est, en 1938, le 5e port mondial. À cette époque, c'est au Bund que sont concentrées les volontés de conquête économique. Le long de ce boulevard de près d'1,5 km, s'étendant de la rue de Yan'an au pont de Waipeitu, ont été construits nombre de sièges de banques et d'entreprises. De style américain, ces bâtiments symbolisent aujourd'hui l'émergence d'un capitalisme occidental reposant sur ses possessions coloniales. Le paysage urbain du Bund s'est construit suivant les principes d'une ville moderne, à l'aune de New York ou de Chicago. Ainsi, le long de la berge, c'est l'architecture néoclassique et le style art déco des années 30 qui règnent. L'HSBC Building en est un exemple. Construit en 1921, il a servi de 1923 à 1955 de QG à la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Période interrompue brièvement lors de l'occupation japonaise et définitivement stoppée quelques années après l'arrivée des communistes. À l'époque, il était considéré comme le bâtiment le plus luxueux du canal de Suez au détroit de Bering. HSBC était alors la compagnie financière la plus importante de toute l'Asie. Les années 1920 lui ont été fructueuses. Profitant des industries prospères et du développement de nouvelles matières premières, elle réaffirme sa puissance et parvient à surmonter la Grande Dépression des années 30. Autre exemple, la Sassoon House, construite en 1929 par le magnat juif anglais Victor Sassoon. Au moment de sa construction, ce bâtiment était à l'avant-garde de l'esthétisme, avec son style art déco, symbole du Shanghai d'alors. Il abritait un shopping mall, le Cathay Hotel, ainsi que les bureaux de la Sassoon Company. Et ce n'est qu'en 1956 que le gouvernement chinois a décidé d'en faire le Peace Hotel que nous connaissons. La maison des douanes, elle aussi, est un témoignage tangible de la présence européenne. Ces 8 étages, construits en 1927, sont surmontés d'une tour flanquée d'une horloge culminant à 90 mètres. Calqués sur le Big Ben de Londres, les mécanismes de l'horloge et de la cloche ont été réalisés en Angleterre avant d'être expédiés à Shanghai. De nos jours, le bâtiment, aux colonnes de marbre gigantesques, menace de s'effondrer. Du fait de son histoire, cet édifice illustre à lui seul la recolonisation du Bund par les Chinois. Pendant la révolution culturelle, la mélodie de la cloche devint celle de « L'Orient est rouge », chanson communiste d'alors. Ainsi, le nouveau visage du Bund est avant tout celui de sa réappropriation par les autorités locales. Partout, que ce soit sur la maison des douanes ou sur les autres façades, règne le drapeau chinois. Tous les bâtiments ou presque ont été reconvertis. Celui de la Banque d'Indochine est aujourd'hui occupé par une grande banque chinoise. L'immeuble du club allemand a depuis longtemps été racheté par la Bank of China. Le siège de la HSBC est devenu mairie de Shanghai en 1955 et abrite aujourd'hui la Shanghai Pudong Development Bank. Le gouvernement chinois a réinvesti les lieux. Il y a aussi implanté ses symboles et ses héros. En témoigne la statue de Cheng Yi, premier maire communiste de la ville. Parallèlement, le quartier, ne pouvant plus être centre financier car trop lié à l'héritage colonial, est devenu centre touristique. Certes, nombreuses sont les entreprises qui ont encore leurs bureaux, mais de nos jours, les lieux ont surtout, pour la plupart, une vocation tout autre.
C'est au début des années 1980 que le Boon s'est modernisé. D'importants travaux de rénovation ont été entrepris, tandis qu'une grande allée de 10 mètres de haut fut construite au bord du fleuve. Progressivement, plusieurs bâtiments devinrent des hôtels. En 1971, le Shanghai Club Building devint le Tongfeng Hotel, qui est aujourd'hui le Waldorf Astoria, par exemple. Et les restaurants de luxe ne cessent encore aujourd'hui de se faire de plus en plus nombreux. Les immeubles 18 et 27 sont aujourd'hui entièrement voués au plaisir de la table, mais aussi aux grands magasins. La présence de ces restaurants et hôtels repose sur le patrimoine exceptionnel des lieux. L'architecture, autrefois à l'avant-garde, est aujourd'hui historique et fascine les touristes. La promenade le long du Boon permet à chacun de profiter d'une vue sans pareille sur les immeubles de Lujiazui. La nouvelle identité du Boon est donc aujourd'hui celle d'un quartier touristique, principalement culturel, devenu l'apanage de la Chine moderne.喂，侬辣盖何里搭？我现在要去八龙门白相，侬来勿啦？想好了勿啦？不要搞了，好吧？ Face au Boon, ancien quartier des affaires, le gouvernement chinois a décidé d'implanter dans le quartier de Pudong son nouveau centre économique, le CBD ou Central Business District. C'est donc cette idée de rivalité et de défiance face aux puissances occidentales qui a donné naissance à ce nouvel endroit de Shanghai. En 1993, l'autre partie du Yangtze était totalement vierge d'immeubles et de gratte-ciel à vocation financière. C'était un quartier pauvre, délaissé et principalement voué à l'agriculture. C'est précisément cette année-là que le gouvernement chinois a engagé son développement, en faisant d'elle une zone économique spéciale. Cette date marque la fin des cabanes de riziculteurs et des hangars en ruine et des entrepôts, et le début d'une expansion sans précédent dans la Chine moderne. Dans la foulée, le gouvernement organise la construction des ponts de Nampu en 1991, de Yangpu en 1993, de Xupu en 1996 et de Lupu en 2002, qui contribuent à relier les deux parties de la métropole. Peu à peu, le quartier que nous connaissons prend forme. Son nouveau visage se dessine. Il est à l'image de ce que disait Albert Londres. À Shanghai, on fait de l'argent. C'est la matière première et dernière. Ou encore, la langue de ce pays n'est pas une langue de lettres, c'est une langue de chiffres. On ne s'aborde pas en disant « Bonjour, comment allez-vous ?» mais 88,53, 19,05, 10,60. La Pearl Tower, tour destinée à la radio et à la télévision, construite de 1991 à 1994, est une preuve tangible du renouveau du pays et de sa connexion au reste du monde. Aujourd'hui, sa forme unique, auparavant tant discutée, apparaît comme noyée parmi celles des autres gratte-ciel. Plus tard, entre 1994 et 1999, est érigé le Qingmao Building, autre tour emblématique qui regroupe des bureaux, un hôtel de luxe, des magasins. C'est avant tout une tour symbolique. Inaugurée le 8 août 1988 pour les 88 ans du président Teng au 88 de l'avenue du siècle, elle comporte 8 côtés. Son feng shui maximal est un indicateur de la pérennité d'une culture ancienne dans la société moderne. En 2008, s'achève la construction du Shanghai World Financial Center, aussi appelé le décapsuleur, qui devient à son tour le symbole de ce quartier en mutation. Enfin, plus récemment, la Shanghai Tower, en 2015, haute de 632 mètres, devient la seconde plus haute tour au monde. Le CBD a donc une vocation accessoirement économique. Ces grandes tours, qui figurent parmi les plus hautes du monde, n'ont pas été bâties dans un objectif de rentabilisation, mais dans celui d'une symbolique de puissance et de revanche. Face au capitalisme occidental du Boon, se dresse l'œuvre gigantesque de la nouvelle économie socialiste de marché chinoise. En témoigne notamment la présence de la bourse de Shanghai et les bureaux des multiples banques qui s'y trouvent. Bank of China, Standard Chartered, Agricultural Bank of China. En 2013, le PIB du district s'élève à 104 milliards de dollars. Plus précisément, Lujiazui est aussi le signe de l'émergence du secteur tertiaire chinois. En effet,
Le développement important de l'industrie chinoise ces dernières décennies s'est accompagné d'un fort développement des services, ayant pour rôle de soutenir cette industrialisation. Les entreprises de logistique en sont une preuve tangible. Ce secteur emploie de nos jours près de la moitié de la population active du pays et représente 50,2% du PIB national en 2015, ce qui est malgré tout très peu pour une métropole globalisée. Preuve que la Chine est toujours en phase de développement. C'est aussi au cœur du CBD que sont localisés les sièges régionaux de nombreuses compagnies. Le Shanghai International Finance Center, par exemple, regroupe, entre autres, les bureaux chinois d'HSBC, la plus grande banque au monde, de BCG, une société de conseil en stratégie, de Covington, un cabinet juridique. Même pour ces multinationales, des bureaux sur l'avenue du siècle sont signe de réussite et d'importance. Le nouveau visage de Pudong, au niveau international, et plus précisément de Lu Jiazui, est donc celui du renouveau chinois. La vitrine, plutôt que le moteur, d'une économie puissante et en tertiarisation croissante. À quelques kilomètres du centre des affaires se trouve Xintiandi, quartier exclusivement dédié à la consommation et aux loisirs haut de gamme. Mais derrière la façade que nous lui connaissons, la formation de ce lieu résulte d'un cheminement complexe. En juillet 1921, c'est à cet endroit que le Parti communiste chinois a été fondé. On y retrouve encore actuellement le musée du premier congrès national du parti. Dans ce haut lieu du patrimoine communiste chinois, on observe des sculptures, reliques, peintures des fondateurs de ce parti. Cela confère au lieu une valeur hautement symbolique. Seulement, les loyers astronomiques, parmi les plus élevés au monde, contrastent fortement avec l'identité populaire que devrait avoir cet endroit. Comment expliquer alors ce paradoxe ? Retournons au temps des concessions. À l'époque, Xintiandi faisait partie de la concession française et n'était qu'un quartier pauvre parmi tant d'autres. Et c'est la révolte des Taiping, une insurrection de rebelles aux idéologies fortement populaires qui pousse, dans les années 1870, les Shanghaïens les plus aisés à s'y réfugier. Pour les accueillir, le gouvernement français ordonna la construction de shekumon, maisons spacieuses et adaptées à ces nouvelles populations. Au fil du temps, ces habitats se sont démocratisés puis popularisés. De nouveaux shekumon ont alors été bâtis en masse afin de satisfaire la demande au logement. Peu à peu, Xintiandi devint un quartier pauvre, où Mao et 12 autres personnes fondèrent, en toute discrétion, le parti qui allait diriger la Chine. Ce quartier, peu à peu délaissé, connaît un renouveau sans précédent en 1995. Shui On, une société hongkongaise, entreprend sa rénovation. Beaucoup de shekumon sont alors détruits pour laisser place à des boutiques et des galeries d'art. Quelques-uns demeurent et ont depuis été reconvertis. Nous sommes allés voir Jérémy Cheval, architecte spécialiste du quartier, pour qu'il nous éclaire sur cette reconstruction récente. Selon vous, quelle est la nouvelle identité d'un quartier comme Xintiandi ? Pour moi, l'identité de Xintiandi est une identité fausse. Pour moi, c'est un pastiche, c'est une représentation de ce qu'aurait dû être un quartier dit historique. Donc c'est un lieu qui est à vocation commerciale, dans lequel ils ont transformé les Lilong et le Shikumen qui étaient à cet endroit-là pour des raisons historiques basées sur le patrimoine politique, c'est-à-dire l'endroit où il y a eu la première réunion du Parti communiste chinois. Et ce qui derrière a été l'objectif de cette opération, ça a été une opération financière de dire que Xintiandi n'est pas finalement le cœur de l'opération, mais clairement Westlake Villa qui est en périphérie. Un projet de gentrification, de multiplier en fait le prix du terrain autour d'un quartier historique. Ce qui est intéressant d'une manière générale par rapport à Xintiandi, c'est sa valeur touristique et de l'utiliser comme un branding par rapport à la ville. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que les touristes du monde entier ou de la Chine qui viennent à Shanghai, qui se disent « Ah ben tiens, je veux voir des Lilong ou des shekumens » et qui ont une heure à passer finalement à Shanghai et qui vont se dévouer à ça, peuvent aller à Xintiandi sans pour autant déranger
qu'aucun Lilong et Shikumen de la ville qui sont encore habités. C'est en effet bel et bien le mythe du faux vieux que l'on retrouve. En façade, on peut encore observer une architecture ancienne qui n'en fait rien d'authentique. Parmi les promeneurs qu'on y trouve, très peu connaissent la réalité sur l'histoire de l'endroit. 住的房子不是很贵。这种对不对？这种的话，这是传统的上海的以前的房子。你觉得这里的房子传统吗？还蛮传统的。蛮传统的。为什么？就是因为看得很传统，还是？因为它有历史。有历史啊。好。 Les lieux ont désormais une identité résolument différente de celle qu'ils ont pu avoir. Xintiandi, que l'on peut traduire littéralement par la nouvelle terre et le nouveau paradis, est aujourd'hui un concentré intense de luxe et de divertissement. Au niveau gustatif, nombreux sont les restaurants haut de gamme japonais, français, italiens, bref, internationaux. Au niveau des modes et des tendances, Xintiandi occupe également une place de choix. On y trouve de nombreuses galeries d'art et magasins d'habillement en perpétuel changement où beaucoup de Chinois aiment se promener et se montrer. En outre, Xintiandi a toujours conservé sa fonction résidentielle, qu'elle occupe depuis toujours. L'habitat a simplement évolué. Des résidences de luxe telles que Lakeville ou Baccarat s'y sont installées et accueillent, en cohérence avec le reste du quartier, l'élite de la communauté shanghaïenne. Cette nouvelle population qui s'est installée là n'a depuis cessé de chasser les populations locales. Ce phénomène de gentrification, causé notamment par l'augmentation des loyers, s'accompagne de destruction des traditionnels shikuman, laissant place à des immeubles modernes. Nous avons interrogé un habitant d'un des rares shikuman subsistants environnant Xintiandi. 那么长时间有没有看到一些很大的变化？老房子没什么大的变化，因为这就是这附近有变化，因为原来这现在好多就是变，附近变。Là-bas, tout semble dédié au plaisir. Comme tout paradis qui se respecte, Xintiandi possède même un lac artificiel. Il a reçu nombre de prix d'excellence en tout genre et depuis, son nouveau visage diffère considérablement de son ancienne identité. De l'exemplarité communiste et populaire, nous sommes passés à une cité exemplaire en plaisir, en luxe, en art de vivre. Ainsi, le nouveau visage de Shanghai se dessine de plusieurs façons selon les différents quartiers. Nous avons étudié le Central Business District de Lujiazui, le Bund et Xintiandi, trois endroits qui ont une identité profondément différente de celle qu'ils ont pu porter. Le Bund, qui était plus que tout l'affirmation de la toute-puissance occidentale en Asie, est devenu, en 70 ans, un haut lieu touristique et culturel, abandonnant ainsi la présence européenne aux livres d'histoire. Le fameux quartier de Lujiazui, quant à lui, n'était rien avant 1993 et se veut désormais la vitrine d'une puissance émergeant tout juste des ténèbres du maoïsme, symbolisant ainsi l'ouverture à l'international et la libéralisation chinoise. Enfin, Xintiandi, autrefois purement populaire, est désormais à l'antithèse de son passé, luxueux, élitiste, épicurien. Beaucoup le considèrent comme un pastiche flattant faussement les désirs d'anciens et de patrimoine des consommateurs qui s'y ruent. Cette étude, menée sur le nouveau visage de Shanghai, se limite à ces trois quartiers, dont le nouveau visage est clair et la notoriété importante. Néanmoins, leur célébrité n'éclipse guère l'évolution d'autres districts. Xuqing, Baoshan et tant d'autres font eux aussi de Shanghai une ville en éternelle mutation, en constant renouvellement. Au final, Shanghai ne devrait pas être associé à quelque idée de rivalité, mais plutôt à un principe d'harmonie. Les différentes cultures et fonctions se complètent. Shanghai n'a pas un centre, mais plusieurs. Pour conclure, Albert Londres n'a-t-il pas dit « Si Lénine a vu Shanghai, il est excusable ».